Bienvenue à toutes et à tous pour ce dernier rendez-vous de la saison 2015-2016 du 18h de MJC TV. Une équipe de techniciens de plus en plus jeunes est présente, tant sur le plateau qu'en régie, pour vous présenter une nouvelle émission pleine de belles images. Dès qu'arrive l'été, la région de Lamballe présente de plus en plus de festivités et MJC TV n'a que l'embarras du choix pour vous présenter des reportages sur ces différentes manifestations. C'est ainsi que la fête du jeu a retenu toute notre attention, d'autant qu'elle se déroulait dans nos locaux. Et ce sera notre premier sujet. Chaque fin de saison, la MJC a pour habitude de présenter des ateliers qui sont en possibilité de présenter un spectacle. Là aussi, les caméras de MJC TV étaient sur le terrain. Peut-être aurez-vous la possibilité ou l'envie de lire pendant les vacances prochaines Patrice Benoît, alias Patrick Bent, écrivain de romans noirs et autres, et habitant à Erquy, qui est ce soir sur notre plateau. Il nous parlera de son expérience d'écrivain et de sa littérature. Comme dans toutes les villes de France et même un peu partout dans le monde, la fête du jeu a eu lieu le 28 mai dernier. À Lamballe, c'est la ludothèque de la Farandole, en partenariat avec la MJC, qui a pris en main l'organisation de cette fête. Une journée de jeu pour les tout-petits, les enfants, mais aussi pour les grands et pour tous les goûts. Une occasion également, à travers ce reportage de François Lemercier, de nous faire découvrir la ludothèque de Lamballe, située à la Farandole. Ce samedi 28 mai, l'espace des Augustins s'est transformé en salle de jeu aussi bien en salle qu'en plein air. À l'occasion de la fête mondiale du jeu organisée depuis de nombreuses années et à Lamballe par la ludothèque en partenariat avec la MJC. Nous avons pu rencontrer Nathalie Lebris, animatrice à la ludothèque de Lamballe Communauté. Elle nous explique la participation de Lamballe à cette fête du jeu. Aujourd'hui, donc, il y a des enfants, des familles, des parents qui viennent jouer dans cette salle à la MJC et parce qu'on a délocalisé la ludothèque pour cette fête. Alors, est-ce seulement pour les enfants et quel type de jeu pratique-t-on aujourd'hui ? Alors non, on a de tout, donc on a effectivement un espace pour les petits. Il y a aussi des jeux de société, un espace aussi avec un train où les enfants peuvent vraiment jouer dans l'imitation autour. Il y a donc aussi des jeux en bois surdimensionnés, des jeux d'antan. Faut-il payer pour venir et y a-t-il une limite d'âge ? Justement, ça fait partie de la charte de la fête du jeu. Le jeu sur place est gratuit, il est ouvert à tout public. Et voilà, c'est intergénérationnel et donc c'est partout. Donc effectivement, comme c'est mondial, c'est dans toutes les villes aussi du monde. Et puis sous toutes ses formes, parce que ça peut très bien être des jeux d'extérieur, le jeu de palais par exemple, ou jeu de boules, ou alors comme le jeu de société et les grands jeux en bois comme nous on propose, ou jeux de stratégie, sous toutes ses formes. Est-ce que le jeu prend de l'ampleur dans notre société actuelle ? Oui, c'est vrai que déjà, nous, en fait, travaillant en ludothèque, on s'aperçoit quand même que les familles ont besoin de se retrouver autour du jeu. Parce que c'est aussi un moment de convivialité, un moment d'échange, un moment de rire. Et donc, oui, le jeu prend de l'ampleur aujourd'hui. Concrètement, quel est le rôle du jeu ? Eh bien, ça renoue aussi dans les familles. L'ambiance redevient meilleure. C'est un moment aussi, peut-être avant le coucher, de se dire tiens, on fait un jeu et puis de façon à être plus paisible. Mais y a-t-il un lien entre le jeu et la culture ? Oui, tout à fait. Il y a un lien puisque effectivement, moi je parlerai surtout effectivement déjà des jeux bretons. Là, quand on repense à ce que nos grands-parents aussi, il fallait qu'ils s'occupent, il n'y avait pas la télévision. Et justement, là, on y revient d'ailleurs aujourd'hui, de rejouer d'ailleurs le palais breton, ou par exemple le molki qui remonte aussi, ou alors les jeux africains. Et effectivement, ça nous permet de connaître la culture de différents pays au niveau du jeu. Dans le cadre de la fête du jeu, MJC TV s'est rendu à la Farandole qui est la ludothèque de Lamballe. C'est Anne-Claire Mordelet, co-animatrice à la ludothèque créée par Lamballe Communauté, qui nous a reçus et nous a présenté les différentes activités de ce lieu de jeu. Donc, je suis adjointe d'animation à la ludothèque avec Nathalie Lebris. Qu'est-ce qu'une ludothèque ? Pourquoi y en a-t-il une à Lamballe et qu'est-ce qu'on y trouve ?
Alors une ludothèque, c'est un espace où on peut venir jouer, on trouve voilà, toutes sortes de jeux, des jeux de construction, des jeux d'imitation, un espace d'imitation voilà, style la dinette, la marchande. On peut aussi trouver des jeux de règles et donc de tout ce qu'on appelle jeux de société en fait, jeux de cartes. Et aussi un espace pour les plus petits, avec un aménagement, justement, on a mis en place des tapis avec les portiques, les hochets, des petits jeux de manipulation. Avant 2000, il y avait, surtout sur les espaces jeux organisés par le relais parents assistants maternels, des temps voilà, d'animation. Et puis, justement, en réflexion, il y avait eu ce besoin de jeux. Et en 2000, mars 2000, on est venu, donc il y a eu la maison de l'enfance avec le service relais parents assistants maternels et la ludothèque. À qui cette ludothèque est-elle ouverte? Les enfants peuvent venir, ils viennent accompagnés, hein, ils ne peuvent pas rester seuls. Et donc les assistantes maternelles peuvent venir aussi. Et on a aussi des grands-parents qui aiment profiter de ce lieu en fait. Y a-t-il une participation de la part des parents? Le jeu sur place est gratuit pour tout résident de l'Embal communauté ou hors communauté de communes. Et sinon, si on veut profiter d'un abonnement, voilà, on souscrit pour l'année. Et pour les parents, quels sont les avantages à bénéficier de cette ludothèque? Des jeux, différents jeux qu'on n'a pas à la maison, ça renouvelle les puzzles par exemple, il adore les puzzles, ou des jeux qu'on ne va pas forcément voir comme des petits portiques, etc. Et puis aussi des conseils, qu'est-ce qui est adapté à son âge, à ses envies, à ses goûts. Le jeu apporte-t-il des valeurs éducatives aux enfants? Ah oui, c'est vrai que par le jeu, justement, il peut y avoir vraiment un lien avec le parent, l'adulte, le lien. Et aussi, les enfants, entre eux, il peut y avoir des interactions. C'est vrai que c'est un lien très fort au niveau de la parentalité aussi. À l'occasion de cette fête mondiale du jeu, petits et grands se sont offerts un véritable festival à la MJC où chacun a pu s'adonner à son jeu préféré et découvrir d'autres jeux. Au-delà des articles scientifiques et techniques qu'il a écrits pendant sa vie professionnelle de physicien, Patrice Benoît publie ses livres sous le pseudonyme de Patrick Bent. Des romans policiers où il met en scène la commissaire Marie-Jo Bossange qui mène ses enquêtes au cœur de la Bretagne. Vous y reconnaîtrez sûrement Herky, Le Valandré, Fréhel, Dinard et même Lamballe. Patrice a reçu MJC TV pour vous dire tout ou presque tout sur sa vie d'écrivain à Herky à travers ce reportage de Michel Rowe. Chaque année, à l'occasion de Noir sur la ville, MJC TV donne la parole à quelques auteurs de romans noirs venus d'un peu partout de France et même parfois de l'étranger. Mais tout près de nous, des auteurs bretons écrivent également des polars et des romans noirs. Patrice Benoît est un de ceux-là et revendique même le statut de citoyen de nulle part. C'est cependant à Herky, dans les Côtes-d'Armor, qu'il s'est établi et où nous sommes allés le voir. A-t-il choisi la Bretagne ou la Bretagne l'a-t-elle choisi ? C'est à la fois les deux. D'une part, je suis moi venu en Bretagne tout petit. Quand je dis en Bretagne, c'est dans la région ici. Depuis que je suis né, quasiment, je passais mes vacances à Saint-Cas avec mes parents. Donc j'ai passé toutes mes vacances jusqu'à l'âge de 20 ans à Saint-Cas. J'ai adoré cette région. J'ai eu des émois maritimes, comme on dit. Pendant un moment, je me suis un peu éloigné de la Bretagne jusqu'à l'âge de 40 ans, où je suis revenu, donc, et avec mon épouse, on a décidé d'acheter une maison ici. Donc c'était d'abord une maison de vacances à Herky. Petit à petit, on a tissé un réseau amical ici, à partir d'associations, des commerçants, de copains qu'on s'est fait. Et on s'y est tellement bien trouvé que finalement, on a dit on va pas passer notre retraite ici. Et sa retraite, il la passe à écrire des romans. Des romans écrits à l'eau de mer et qui ne manquent pas de sel, aime-t-il à dire. Voilà, ça c'était une accroche un petit peu... je crois que c'est à l'occasion de mon premier livre que j'avais écrit ça, sur la 4e de couve. C'était, je pense, une façon de dire aux gens, allez-y, quoi, ça va parler de la mer, ça va pas manquer de sel. C'est-à-dire c'est un thriller, en gros, c'est un polar aussi, ce premier d'ailleurs, puisqu'il y a une policière qui mène une enquête.
et il y a un cadavre au départ, etc. C'est dans un schéma de roman policier assez classique, je dirais, ce premier livre. Donc, et j'avais trouvé cette accroche que je trouvais rigolote. Ça ne manque pas de sel, effectivement. De la mer, oui, il en est passionné, mais c'est dans l'écriture qu'il s'épanouit, écrit l'un de ses éditeurs, Alain Barguin. Alors à la fois, c'est un passage qui se fait assez naturellement, contrairement à ce qu'on peut penser. Il n'y a pas eu du jour au lendemain le physicien qui est devenu un littéraire. Moi, je suis, je dirais, culturellement d'un monde où j'ai toujours écrit, par exemple, tout en faisant mes études, etc. J'ai toujours écrit, bon, comme beaucoup de jeunes, j'écrivais des poèmes, des chansons, des choses comme ça. À l'époque, c'était la mode. Et puis j'ai commencé à écrire d'autres choses, des romans inachevés, comme beaucoup de gens, des petites nouvelles, tout ça. Puis j'ai empilé. Et jusqu'aux années 2000 à peu près, où je me suis donné comme challenge de terminer un manuscrit. J'ai eu quelques recommandations, qui étaient notamment de me dire, essaye de cibler, essaye pas de faire un premier livre qui va s'adresser à 25 éditeurs, parce que personne ne t'éditera. Focalise-toi sur un style, un genre, un machin, essaye de déterminer 2-3 maisons d'édition qui pourraient t'éditer, écris pour eux. Donc le choix, ça a été de me dire, je vais écrire en Bretagne. Je vais écrire en Bretagne, j'avais repéré, il y avait 2-3 éditeurs, c'était le tout début, hein, c'est les années 2001, c'était le tout début des polars dits régionaux, donc qui se passaient situés quelque part de précis, dans une ville ou un village, et notamment en Bretagne, où Alain Barguin avait commencé depuis presque une dizaine d'années déjà quand même à travailler ce domaine-là, avec un succès qui n'a jamais été démenti aujourd'hui. Donc ça a été lui l'initiateur de ces choses-là. Et moi, j'ai rejoint l'équipe à un moment où ça commençait à démarrer assez fort. Donc en 2003, il m'a publié mon premier livre qui s'appelle « Erquy profite le crime », donc un jeu de mots à nouveau, qui ne manquait pas de sel, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est parti, hein, comme ça. Donc après, depuis donc 2003, nous sommes en 2016 aujourd'hui, donc ça fait 13 ans à peu près. J'ai écrit pour lui 9 bouquins. Entre-temps, j'ai écrit d'autres livres avec d'autres éditeurs également. Mon rythme de croisière, je pense, c'est à peu près un livre par an, quoi. Et c'est en Bretagne qu'il trouve son inspiration. Oui, alors Erquy, j'y habite, donc c'est le plus simple. Erquy, c'est le théâtre de 3 de mes romans, et ça apparaît dans un 4e. Erquy, on est tombé en amour, comme diraient les Québécois, avec Erquy. Et du coup, ça a été le premier. Erquy et les environs, je parle, hein, je dirais jusqu'au Cap Fréhel. Moi, tout ça, c'est le Cap Fréhel. Pour moi, c'est un endroit totalement mythique pour plein de raisons. Après, j'ai découvert le Cap d'Erquy en venant ici. J'ai découvert Daouette, qui est un lieu magnifique également. J'ai écrit un bouquin à 5K, bien évidemment. Ça, c'était mes petites Madeleines de Proust qui se baladaient partout. Il y a eu Saint-Malo aussi, Saint-Malo-Dinard, bon, pour d'autres raisons. Ça, c'est pareil, c'est un lieu que j'aime bien, l'estuaire de la Rance. Lamballe, j'ai oublié Lamballe, bien sûr. Lamballe, c'est pareil, Lamballe. J'ai beaucoup de tendresse pour la ville de Lamballe et qui a énormément changé alors depuis mon enfance. Dans ses écrits, il est un personnage récurrent qui s'appelle Marie-Jo. Qui est-elle? Alors, cette Marie-Jo, elle a une genèse bien particulière. À l'origine, je crois, on m'a souvent posé la question, mais à l'origine, je crois que c'est un gag avec mon épouse, en fait. Ça part de ça. Parce que mon épouse quand elle était en activité, elle était prof de maths. Et elle était dans un collège difficile à Paris. Donc, un jour, en rigolant, comme ça, le soir, pour détendre l'atmosphère, je lui dis, fais-toi flic, au moins, tu auras le droit de leur taper dessus. Voilà, c'est sous forme de galéjade. Et de coup, on a rigolé avec ça un petit peu, puis de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas, et j'en ai fait un personnage dans mon tout premier roman, où Marie-Jo Bossange, donc c'est son nom, est une jeune inspectrice, fraîche et moulue de l'école de police, qui vient de démissionner de l'éducation nationale, où elle était prof. Elle fait l'école de police, et la voilà sur le terrain, donc à Paris, à dénouer une affaire complètement tordue, là, qui était l'objet de mon tout premier bouquin. Physicien, marin et voyageur, Patrice Benoît a choisi le pseudo de Patrick Bent. Il est l'auteur d'une dizaine de romans policiers qu'il fait connaître par le biais de dédicaces par exemple, comme ici au Super U de Matignon tout dernièrement.
Pourquoi des dédicaces? En général, essentiellement pour rencontrer mes lecteurs et pour aussi promouvoir mon bouquin, le dernier, Arnaque et Erquy, qui est sorti il y a une quinzaine de jours. Donc c'est l'occasion bien sûr de le faire connaître, de le diffuser auprès du public en étant présent et en dédicaçant des livres. Mais c'est avant tout l'occasion de rencontrer des lecteurs et qui ont lu déjà ce livre ou voire d'autres livres en général et de discuter avec eux sur des tas de choses, des tas de sujets, soit personnels, soit de littérature, soit de romans locaux, soit de leur goût de lecture, etc. Donc c'est toujours très très fructueux et très intéressant. Que peut-on souhaiter à Patrice pour sa retraite? Un bon vent, une mer d'émeraude et prochainement une invitation au Salon Noir sur la Ville à Lamballe. Et nous recevons Patrick Ben sur notre plateau. Patrick Ben, bonjour. Bonjour Damien. Vous écrivez différentes sortes de romans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre le polar, le roman noir et le thriller? On est un petit peu schématique. On distingue effectivement le polar, qui est une aventure policière, donc qui met en jeu des policiers. Au départ, comme ça a été expliqué dans le petit reportage qui a précédé, j'ai créé il y a maintenant une quinzaine d'années une héroïne qui était une ancienne professeure des collèges qui était devenue policière, donc inspectrice puis commissaire, qui au fil d'une dizaine de romans a fait des siennes, et qui, donc, ces romans-là, on peut les considérer comme des polars, puisque l'enquête, entre guillemets, souvent le schéma, souvent découverte, inopinée d'un cadavre ou quelque chose, et une enquête policière derrière, bien que mon héroïne, Mademoiselle Beausange, ait des méthodes bien à elle, peu importe, ça reste des romans policiers. Bon, le roman noir, c'est un peu autre chose. Alors, on peut mêler les deux genres, bien évidemment. Le roman noir, c'est quelque chose qui va toucher à la noirceur des individus, en général, la noirceur des personnages, des caractères. Donc, ça peut être aussi bien des flics qui peuvent être noirs, ou ça peut être, c'est souvent pas le cas, et c'est souvent des personnages. Donc, on travaille on aborde souvent des milieux sociaux ou des situations qui sont par elles-mêmes extrêmement tendues, extrêmement difficiles, et dans lesquelles, encore une fois, la noirceur des sentiments ou la noirceur des uns ou des autres se révèle. Donc c'est un genre bien particulier en lui-même, qui a eu des grands maîtres par le passé. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est un genre à soi qui est assez différent, à mes yeux en tout cas, du polar. Donc encore une fois, moi j'ai écrit chez Berguin, comme on l'a dit tout à l'heure, un certain nombre de livres qu'on peut assimiler à des polars, encore que les deux derniers n'aient pas vraiment d'intrigue policière. En revanche, j'ai écrit pour d'autres maisons d'édition, donc des romans noirs, purement noirs, dans lesquels il n'y a aucune intrigue policière, où on va trouver ici ou là comme j'ai dit, des caractères très sombres et des ambiances pas toujours très marrantes, quoi. Voilà pour répondre succinctement à la question. Maintenant, le thriller, pour terminer, le thriller, c'est quelque chose, c'est un genre, c'est pas une chose, c'est un genre qui doit faire dresser les poils sur les bras, quoi, en fait. C'est un genre effrayant, donc ça peut être un roman d'horreur, ça peut être un roman médiéval, ça peut être tout ce qu'on veut, un roman gothique, ça peut être aussi un roman policier, ça peut être un roman noir qui va être un thriller également. C'est comme ça que je définis les choses. Il y a certainement d'autres définitions, mais dans ma tête, c'est comme ça que c'est fait. Merci. Et la plupart de vos romans se situent au bord de mer. On sait que vous y tenez beaucoup. Pouvez-nous en parler? Oui, bien sûr. On en a déjà un petit peu parlé dans le reportage précédent. Ça s'explique. Ma fascination pour la mer, je dirais, s'explique par mon enfance, que j'ai vécue en partie pendant l'année à Marseille et pendant les vacances sur la plage de Saint-Quart. Donc j'ai goûté un peu la Méditerranée et j'ai goûté également la Manche. Et tout ça est vraiment rentré dans mes veines, dans ma culture. Et ce qui fait que cette mer, beaucoup sans réfléchir beaucoup, mais c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est un élément qui m'a toujours fasciné. Je m'y suis toujours très bien trouvé, dedans, dehors, dessous. J'ai pratiqué la plongée, la voile. Aujourd'hui, je vais à la pêche. Bon, chaque âge a ses plaisirs.
Et simplement, bon, quand on réfléchit un tout petit peu à cette fascination, je pense que la mer est un reflet en quelque sorte de la vie. C'est quelque chose d'à la fois très sympathique, très chaleureux, qui peut être très cruel également. C'est à la fois le liquide amniotique, source de vie, et à la fois le tombeau qui a englouti des milliers, voire des millions d'hommes. Il y a quelque chose que j'aime bien dire souvent, mais savoir que les campagnes de pêche à Terre-Neuve ont tué plus de gens, ont noyé plus de gens que n'ont tué les campagnes napoléoniennes. C'est des choses qu'on n'a pas toujours en tête, mais la mer, ça peut être effrayant également. Dévastateur. Donc c'est ce côté un peu Dr Jekyll, Mr Hyde que je trouve fascinant, comme toutes ces choses-là. Voilà. Donc, effectivement, la plupart de mes romans bretons, régionaux, je dirais, sont bretons, donc, par la force des choses. Et ils se situent quasiment tous au bord de la mer, à l'exception d'un. C'est celui-ci, vous connaissez bien. Il se déroule à Lamballe. Alors, pourquoi Lamballe? On a un petit peu parlé tout à l'heure. C'était, moi, quand je venais enfant, à 5 ans, je m'arrêtais à la gare de Lamballe. Hop. À la gare de Lamballe, qui était pour moi quelque chose comme la gare de Perpignan. C'est le centre du monde, comme disait Salvador Dali. Pour moi, c'est la gare de Lamballe, c'est pas la gare de Perpignan. Donc, ça, c'est par rapport à mon enfance. Puis aujourd'hui, c'est une ville qui est devenue tellement agréable, tellement magnifique. Je trouve qu'il fallait la magnifier. Et j'avais envie d'y situer une intrigue, donc, dans laquelle j'ai inventé à peu près tout, toute l'intrigue, à part les rues, etc. Bon. Et la fin, un petit rebondissement qui évoque une virgule de l'histoire locale à la fin de la guerre de 40. Quoi. Il ne faut rien dire. Quelles sont vos références littéraires, grosso modo? Références, il y en a beaucoup. Ouais. C'est une énorme question. On pourrait y passer des heures. Simplement, je vais me concentrer sur le roman noir et le polar, et les auteurs que j'aime bien lire, sans parler de références. Oui, surtout. Des références, des influences, on en reçoit depuis qu'on est tout petit, tout ce qu'on a lu. J'ai lu beaucoup de BD quand j'étais enfant, j'ai lu beaucoup de romans d'aventure, j'ai lu beaucoup de romans policiers, petit à petit, puis des romans noirs. Bon, en termes de romans noirs, je vais citer quelques noms, mais peut-être pour éviter d'être trop exhaustif, me borner à quelques noms et d'auteurs que j'ai beaucoup aimés, que j'aime toujours beaucoup, qui ne sont malheureusement plus de ce monde aujourd'hui. J'en citerai 3 dans le roman noir. Il y a sans doute le grand maître du roman noir du XXe siècle, Thierry Jonquet, qui a disparu et qui est un auteur absolument formidable, qui écrit des textes, des romans au rasoir, avec un style extrêmement précis et des intrigues qui font froid dans le dos. C'est du noir et du thriller à la fois, pour revenir à mes définitions. Bon, sans qu'il y ait de classement hiérarchique du tout, je voudrais citer également Pascal Garnier, qui a été un des piliers de Noir-sur-la-Ville à Lamballe, qui est malheureusement décédé et jeune, qui est un auteur absolument formidable, qui a un style également, qui n'a rien à voir avec Jonquet, mais qui a un style d'une élégance remarquable. Et alors des intrigues d'une noirceur pas racontable. Le troisième larron dont je voudrais parler, c'est sans doute celui qui m'est le plus cher au cœur, puisque c'était un ami, Hafed Ben Othman, Hafed qui a participé à Noir-sur-la-Ville également à plusieurs reprises, qui est décédé malheureusement il y a un peu moins de 18 mois, dans des conditions assez terribles. Bon, Hafed, je voudrais citer de lui, encourager tous les gens qui nous écoutent ou qui verront ce reportage à lire son bouquin, son grand bouquin qui s'appelle Éboueur sur échafaud. C'est une autobiographie dans laquelle il explique, il désosse avec un humour féroce et un style qui est le sien, et qui est un style très percutant, très sympa, et qui explique tout son cheminement de comment il est rentré dans la délinquance et comment il est rentré dans le banditisme à terme. C'est un gars qui a fait 17 ans de tôle, c'est pas rien, il avait d'excellentes raisons pour les faire, je ne dis pas que c'est un modèle, je dis que sortant de là, c'est devenu un homme absolument chaleureux, extraordinaire, et j'avais envie de lui rendre hommage à l'occasion de cette émission. Pour l'anecdote, dans les bibliothèques, enfin dans les librairies où on peut trouver nos livres, Ben Othman et Bent, ils sont à côté. C'est un hasard que le destin réserve parfois, mais
Il y a Benacquista de l'autre côté, c'est pas non plus un mauvais voisin. Voilà. Ouais, tant mieux. Je m'en bornerai à ça, parce que les vivants, il y en a tellement, et je leur laisse le soin de faire leur promotion eux-mêmes. Comment écrivez-vous sinon? Technique particulière? Comment j'écris? Alors, rarement avec un stylo. Rarement avec un stylo. Le stylo me sert à prendre des notes quand je suis en voyage ou quand je suis en voiture. De temps en temps, je vois un truc qui me plaît ou je pense à une phrase, je la note. Mais sinon, que vous êtes venu dans mon espace d'écriture l'autre jour, dans mon bureau, pour parler plus simplement, bon, j'ai un PC, je travaille sur ordinateur essentiellement, quasi exclusivement. Donc après, si la question c'est la genèse un peu d'un livre, je vais essayer d'aller vite aussi. Donc un livre, il faut une idée au départ. Alors l'idée, ça peut être un fait historique, ça peut être un fait géographique, ça peut être une anecdote, ça peut être un fait divers. J'essaye de changer un peu à chaque fois. Et à partir duquel, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle. Donc je vais essayer d'en faire un roman. Alors à partir de là, mais j'imagine un scénario. De préférence, je sais où je vais à la fin. Et là, je fais en première intention un découpage. Donc j'essaye de voir d'où je pars, où je vais arriver, et je vais passer par un certain nombre d'étapes, de chapitres. Donc ça va être très succinct, ça va être sur 2 pages A4. Sur chapitre 1, voilà une phrase ou deux, ce que je vais dire. Chapitre 8, j'introduis tel personnage. Chapitre temps, etc. Et j'essaye que ça tienne à peu près debout. Alors c'est complètement filiforme, hein, c'est pas un truc hyper carré, mais disons que ça donne un cadre malgré tout. Bien que ça ne soit pas carré, c'est un peu bizarre ce que je raconte. Bref, une fois que cela est fait, je me lance dans l'écriture du premier jet. Et ça, c'est la partie la plus difficile, c'est un peu l'équivalent, quand on fait un film, de faire le tournage. On réalise le tournage, c'est des rushs. Là, j'écris. Alors, chronologiquement, en général, je pars du début, parce qu'en cours de route, les personnages peuvent infléchir mon récit, ils peuvent me faire dérailler, ils peuvent me faire... parce que c'est tout un dialogue. Mais là, simplement pour dire qu'il faut vivre cette période-là très intensément avec ces personnages. Il faut être impliqué complètement dans le roman. Donc, c'est une période qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'espace cérébral, si j'ose dire, et pendant lequel, là, on a peu de disponibilité pour autre chose, donc il faut être dedans et faire avancer. Une fois que le premier jet est fait, là, les choses deviennent, enfin pour moi, plus simples, parce qu'il s'agit après de faire, pour reprendre l'équivalent cinéma, le montage. Donc là, on va redécouper, on va trouver tel chapitre trop long, trop court, tel personnage va manquer de poids, donc on va rajouter des petites anecdotes, etc., faire circuler tout ça correctement. Enfin, une fois que l'ensemble paraît à peu près bien équilibré, on attaque les relectures, enfin j'attaque les relectures, et là les relectures ça peut être très long aussi, mais là on va s'attacher beaucoup plus au style, au rythme, à des choses, à l'élégance des phrases, le rythme est important, oui, je l'ai dit, et puis la longueur des chapitres, essayer d'équilibrer, que ça marche bien, que ça fonctionne bien, que le suspense aussi soit là, et c'est un mot qu'on n'a pas encore employé, le suspense. Bon, mais tous ces romans, ils sont dans la collection Enquête et Suspense. Donc, il y a forcément du suspense, même s'il n'y a pas enquête. Voilà, pour faire court, ce que je pourrais dire de ma méthode d'écriture. Alors maintenant, Arnaque à Erquy, votre dernier livre, le dernier bouquin qui est sorti il y a 1 mois environ. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, Arnaque à Erquy, tout à fait, c'est un livre un petit peu particulier dans ma production, dans le sens où il s'attache à une période de l'histoire qui n'est pas contemporaine, donc autrement dit, c'est un livre qui se passe complètement pendant l'année 1969. Et pourquoi 1969 ? Alors pourquoi 1969 ? C'est la première fois que je fais un livre comme ça, dans lequel les héros de l'histoire, les protagonistes, sont mes contemporains. Habituellement, je n'ai jamais fait ça. Là, c'est mes contemporains, ils ont l'âge que j'avais à peu près à cette époque-là, 69. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour savoir que c'est l'année qui suit 1968. En 68, même si on n'était pas né, il s'est passé un certain nombre de choses. Donc on vivait beaucoup sur cet élan-là. Et ça a été une année, un été 69 a été un été absolument remarquable. Moi que j'ai vécu personnellement, non pas à Erquy, mais à Cinca, mais qui m'a donné l'occasion d'interviewer des tas de copains et de copines d'Erquy qui m'ont rapporté des témoignages et ainsi retrouver cette ambiance qu'il y avait à cette époque-là. Bon, cette époque-là, c'était
la démission du général de Gaulle, c'était de Gaulle-zit, c'est pas le Brexit, pour employer un terme contemporain. C'était la 4e semaine de congé payé, pour la première fois. C'était la pilule contraceptive, c'était Woodstock, c'était la folie des Beatles, c'était Armstrong qui a marché sur la Lune. Il faut se rappeler que c'était une année extrêmement féconde et extrêmement riche. Donc ça m'a donné envie d'inventer une histoire là-dessus, voilà, autour de ça, donc avec des protagonistes, l'ambiance d'Erquy à cette époque-là qui était le grand boom à Erquy, pour parler de l'histoire locale, cette fois le grand boom de la coquille Saint-Jacques, c'était l'époque où les pêcheurs de coquille Saint-Jacques ont explosé au niveau économique. C'était une époque formidable, de ce point de vue-là également. Merci. La folie des Beatles, ça devait être un petit peu avant. Mais bon, merci Patrick Ben d'être venu sur notre plateau. D'accord, écoutez, merci. C'était très gentil de m'avoir invité. Je suis ravi d'avoir participé. Merci. La MJC de Lamballe a pour habitude de présenter en fin de saison une petite fête qui permet aux différents ateliers de montrer sous forme de spectacle tout l'acquis réalisé en cours d'année avec leurs animateurs, qu'ils soient bénévoles ou salariés de la structure. C'est ainsi que les artistes de l'atelier théâtre, hip-hop, du cirque, de l'atelier guitare, sans oublier les gastadours, ont montré leur savoir-faire dans leurs différents domaines. Ajoutons le palmarès des créations visuelles et notre dernière télé, MJC TV, qui clôture cette fête qui a été appelée cette année la Folle Semaine. Pardon, désolé. Un reportage de François Lemercier. Tous les ans, à la fin de l'année, une grande partie des ateliers de la MJC se produisent en organisant une fête de fin d'année devant leurs parents et amis, intitulée cette année la Folle Semaine. Qui donc de mieux pour nous en parler que François Thomas, le directeur de la MJC? Le nom qu'on a donné cette année à ce qu'on appelle la fête de la MJC, et voire même d'autres années, traditionnellement on parle de fête des ateliers à la MJC. Là c'est un petit peu parti d'une boutade, en fait j'ai envoyé des informations à Sandrine qui nous a fait l'affiche en mettant info folle semaine de la MJC pour donner toutes les dates à retenir pour faire l'affiche. Et puis elle a intitulé ça sur l'affiche la Folle Semaine, donc on a trouvé ça bien comme nom. Ça a démarré par les ateliers de théâtre, ça a été la première date de la Folle Semaine si on peut dire, le samedi 11, avec une présentation de différentes scénettes, soit improvisées, soit écrites, prenant des textes d'auteurs de la part des 3 ateliers théâtre, enfants, ados, adultes, qui sont mis en scène et puis qui étaient animés par Emmanuel Garnion cette année, depuis le mois d'avril, et le décès d'Angèle Pérez, l'animateur théâtre qui était précédemment. Oh non, il y a trop de choses là. Je te cherchais quand même. Oh non, il n'y a pas de réseau. Ah mais ça, c'est foutu. Ça s'est poursuivi avec le palmarès du concours de création visuelle. On a démarré avec un concours de films d'animation il y a plusieurs années. Et puis Fabien a poursuivi toutes ces années en organisant un concours à la fois de films d'animation et de courts-métrages réalisés par des enfants et des jeunes, souvent accompagnés par une structure comme une bibliothèque, une cyberbase ou la MJC. Voilà. Donc il y a 9 films en lice, 5 films d'animation et 4 courts-métrages. Et le thème cette année était le Japon. Ça a donné lieu à plein de petits films ou courts-métrages qui étaient sympas comme tout à visionner, avec beaucoup de créativité de la part des enfants et des jeunes, quoi. Bah, on a passé un bon moment et c'était vraiment bien. Et on a passé quand même pas mal de jours dessus. C'était combien? Bah, on était 10, non? Le mercredi, il y a eu le Place à la musique, c'est-à-dire un certain nombre d'élèves de l'atelier guitare se sont produits sur scène. C'est un souhait de Christophe Mingui, l'animateur de l'atelier. Il encourage les gens, en plus de jouer de la guitare, à chanter et puis à aller sur la scène pour montrer le plaisir qu'ils ont à montrer leur apprentissage. Et puis la soirée s'est poursuivie avec Baba Higginson, qui est le nom d'artiste de Baptiste, un ancien stagiaire de la MJC,
voilà, qui nous a fait un set d'une bonne demi-heure de chansons écrites et composées par lui. Ça contribue au développement des tumeurs. Alors en toute conscience, cette rumeur, on en a fait notre propre évolution. Et maintenant, les lendemains de fête. Le jeudi, place à l'atelier cirque avec là, une tranche d'âge un peu plus jeune, c'est-à-dire plutôt des enfants, un groupe de 5-7 ans, puis un groupe de plus de 7 ans. Voilà, donc il y avait, je crois que c'est 18 enfants en tout qui étaient, pareil, qui avaient écrit avec Émilie, l'animatrice de la compagnie Charivari, qui avait un peu improvisé une histoire qui leur permettait de montrer des numéros. Et puis vendredi soir, c'est donc l'atelier, on a appelé ça un show hip-hop en fait. Le hip-hop, à la base, son origine, c'est vraiment la danse hip-hop, c'est pour se montrer, pour se mesurer, pour montrer ce qu'on sait faire, en toute, comment on va dire, amicalement, mais dans la confrontation des fois avec d'autres. Et puis, alors dans la folle semaine, il y a aussi les Gastadours qui ne se produiront pas à la MJC, mais dans le cadre de la fête de la musique, dans la rue, ou enfin sur une scène, normalement dans la rue, si le temps est là ce jour-là. Il y a un ciné-débat, ça fait partie de l'activité presque ordinaire de la MJC, même si on en fait 5 ou 6 dans l'année. Donc on diffuse le mercredi 22 le film Merci Patron, une enquête sociale un peu quoi. Et puis voilà. Et puis la folle semaine quelque part elle se conclut avec la retransmission de tout ça sur MJC TV, la dernière de la saison comme on dit, on parle de saison MJC TV, le samedi 25 juin. Une folle semaine de démonstration, s'il en fallait une, des ateliers de la MJC. Je dois préciser que beaucoup d'autres ateliers existent à la MJC. Certains ne se produisent pas en spectacle, mais sur d'autres temps forts de l'association. Comme chaque année, la Lamballe à tout cœur, une randonnée cyclotouriste à but humanitaire, a pris le départ au terrain des sports de Saint-Martin le samedi 11 juin. Une 24e édition qui a emmené les cyclos à travers la campagne du Penthièvre sur 4 parcours différents. Malheureusement, le soleil n'était pas au rendez-vous. Que nous saluons porte les couleurs du team Péguinan. Il a terminé 3e devant Sémois cette année. Il avait gagné l'étape au circuit du Menet également l'année dernière. Et on l'a vu s'imposer également sur la rampe du Port-Rouet. On salue également Dimitri Aveline, le Loudéacia, avec le départ. Voilà, c'est parti, 124 km. On va inviter les concurrents pour le 85 qui sont là-bas à s'avancer dans quelques instants. Voilà, c'est parti, bonne route. Ah oui, on parlait de l'égalité homme-femme, je crois que les hommes sont en supériorité numérique quand même, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc Marie-Christine ne désespère pas, elle a raison. Voilà, donc, Ainsi se termine notre dernière émission de l'année. C'est donc la 9e saison que MJC TV vous présente son émission mensuelle et nous en sommes donc à 90 émissions en direct. De plus en plus de jeunes sont intéressés par ces techniques audiovisuelles. MJC TV reçoit des demandes de stage de la part de jeunes qui souhaitent consacrer leur vie professionnelle à ces techniques. C'est avec plaisir qu'ils seront accueillis dans nos structures. Toute l'équipe de MJC TV se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances et un bel été.